Traumatisme. Dissociation. Dissociation. L'association francophone du trauma et de la dissociation présente Dissociation au pluriel. Un podcast produit par l'AFTD qui vous fait découvrir le traumatisme et la dissociation sous de multiples facettes. Qu'est-ce qu'un traumatisme ? Qui est traumatisé ? Comment peut-on aider ceux qui le sont ? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, nous continuons le cycle des thérapies centrées trauma avec l'ICV, l'intégration du cycle de la vie, racontée par Johanna Smith. Johanna Smith, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute pour adultes en libéral. Vous êtes formatrice agréée en Lifespan Integration, l'intégration du cycle de la vie, et chargée de cours à l'Université de Paris. On peut dire que vous êtes une personne centrale dans le monde actuel de l'ICV en France depuis ses débuts. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, articles et chapitres sur le trauma, la dissociation, l'attachement et les 1000 premiers jours de la vie. Et puis vous avez fait partie des membres fondateurs de notre association, l'AFTD. Et je dois dire que c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre podcast Dissociation pour nous parler de l'ICV. Bienvenue, Johanna Smith, et merci d'être là. Bonjour et merci beaucoup pour cette introduction chaleureuse. C'est un plaisir d'être là aussi. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser la question de la naissance de l'ICV. Racontez-nous son histoire. Eh bien, l'ICV est né en quelque sorte en 2002 dans un cabinet d'une psychothérapeute américaine qui s'appelle Peggy Pace, qui a des patients qui souffrent de traumatisme psychique, comme beaucoup de psychothérapeutes, et qui constatent qu'à la fin de certaines séances, après avoir travaillé sur un trauma, certains patients restent un petit peu bloqués dans l'événement émotionnellement, dans l'âge auquel ils étaient au moment de l'événement quand il s'agit d'un événement de l'enfance ou d'adolescence. Et un jour, avec un patient qui est bloqué à un certain âge par rapport à un événement traumatique qu'ils ont travaillé, elle a cette idée de lui proposer de se remémorer quelque chose de l'année d'après. Donc, mettons que ce soit un patient bloqué à 11 ans. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quelque chose de vos 12 ans et de vos 13 ans et de vos 14 ans ? Et coup de chance pour nous, le patient est capable de faire ça et c'est comme ça que l'ICV va naître. Parce qu'elle ramène petit à petit, année après année, jusqu'à son âge actuel. Et elle se rend compte que d'avoir fait ce petit voyage, année après année, souvenir après souvenir, sans que le patient ait à les raconter, juste par des remémorations spontanées, le patient se sent soulagé, il se sent plus réorienté, comme on dit nous, dans le présent, plus ancré dans l'ici et maintenant, plus dans ses sensations, conscient que l'événement est terminé, plus tranquille, plus capable de quitter la séance. Et puis évidemment, elle réessaye cette petite procédure quand elle se retrouve dans le même type de situation, dans les séances qui suivent, avec d'autres patients également. Et petit à petit, elle trouve que les patients avec lesquels elle a utilisé cette procédure s'améliorent davantage que les autres patients. Donc, elle entreprend des lectures pour approfondir sa compréhension des phénomènes de mémoire traumatique au niveau neuroscientifique. Elle essaie de comprendre ce qu'elle a trouvé, pourquoi ça fonctionne si bien que ça. Et petit à petit, elle décide avec certains patients qui sont d'accord pour expérimenter, de ne procéder d'une certaine façon, avec cette stratégie qu'on appelle la ligne du temps, qui est une liste de souvenirs qu'on va construire avec le patient entre l'événement traumatique qu'on cherche à traiter et le jour d'aujourd'hui. L'idée étant de relancer cette sensation du temps qui a passé, qui manque tellement dans la mémoire traumatique. C'est ainsi que naît l'ICV. Elle est très entourée, elle a d'autres collègues qui travaillent de façon assez proche avec elle, avec lesquels elle partage ses découvertes, notamment
Catherine Thorpe, qui a aussi beaucoup contribué à la création de l'ICV. Elles essayent aussi entre elles, elles expérimentent entre elles et mettent en commun leurs découvertes, leurs trouvailles et développent de plus en plus de façons d'appliquer cette fameuse ligne du temps. Et puis, dans les mois, les années qui suivent, Peggy Pace va rédiger un petit traité de ses découvertes, de comment procéder pour le diffuser à des collègues qui reviennent vers elle en disant que c'est pas suffisant et en lui demandant de les former. C'est ainsi que les premières formations à l'ICV débutent dès 2003. Ça se poursuit dans les années qui suivent jusqu'à aujourd'hui de par le monde. D'accord. Comment vous expliqueriez comment ça marche, cette histoire de ligne du temps, et comment vous expliqueriez ça? Alors, comme toujours en psychothérapie, je crois, on a évidemment envie de comprendre quand on trouve comme ça de façon un peu au hasard quelque chose qui semble fonctionner, on a envie de comprendre. Donc, ça fait 20 ans maintenant que l'ICV existe. On a pas mal d'hypothèses et on aimerait beaucoup les tester, mais pour l'instant, c'est juste à l'état d'hypothèse. Donc, ça se base sur notamment un certain nombre d'apports des neurosciences sur le fonctionnement du cerveau des personnes qui ont un tableau psychotraumatique, donc qui souffrent d'intrusion, de reviviscence, de flashback, de tenter d'éviter toutes sortes de situations pour ne pas être confrontés à ces symptômes et qui ont aussi une réactivité physiologique, des réactions de sursaut, des troubles du sommeil, une anxiété liée à un ou plusieurs événements traumatiques particuliers. Et en fait, l'idée sur laquelle on se base en ICV pour comprendre ce qu'on fait, c'est ce constat que finalement tout ce tableau de symptômes est lié au fait que, au niveau cérébral, c'est comme si le temps n'avait pas passé. C'est comme si l'événement traumatique était encore figé dans le temps. Et effectivement, au niveau cérébral, il active les mêmes zones que le ferait un danger réel actuel. Donc, la mémoire traumatique, c'est pas un souvenir. Ça n'a pas été archivé, ça n'a pas été classé, ça n'a pas été daté. Et ça ne fait pas du tout réagir le cerveau de la même façon qu'un souvenir au sens classique du terme. Donc l'idée, c'est que cette ligne du temps qui va en quelque sorte raccorder l'événement traumatique du passé avec aujourd'hui va favoriser la relance de ce processus de datation qui n'a pas pu se faire par rapport à l'événement traumatique et favoriser ce processus de datation dans un contexte relationnel contenant, sécurisant, là où le patient, finalement, par lui-même, après l'événement, n'a pas réussi à faire cette datation. L'idée ici, c'est que ce sont en quelque sorte des réseaux de neurones qui encodent l'expérience de la mémoire traumatique et qui sont insuffisamment connectés au reste de l'expérience. C'est comme si c'était un peu un électron libre et que cet électron libre, il peut beaucoup plus facilement qu'un souvenir ordinaire venir prendre les commandes. Et c'est vrai que quand quelqu'un a une mémoire traumatique qui se trouve être déclenchée, être activée, il a beau savoir que c'est fini, il va être très convaincu de ses sensations, dans ses émotions et très bouleversé par cette impression de revivre l'événement, que ce qui est en train d'arriver est à nouveau l'événement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que le patient, lui, sait très bien, au niveau de l'hémisphère gauche, d'une façon très analytique et rationnelle, le patient sait que c'est fini. Ce qu'on va lui communiquer, c'est la sensation que c'est fini. Donc, on va communiquer à d'autres zones de son cerveau que si je lui dis simplement, mais enfin, votre accident de voiture, c'était il y a 12 mois, c'est fini. Ça sert absolument à rien, c'est violent. Mais c'est exactement ce message qu'on va communiquer au cerveau du patient en lui faisant faire ce voyage au cours des 12 derniers mois, par exemple, dans le cas de l'accident de voiture d'il y a 1 an, où on prendrait, par exemple, on pourrait prendre un souvenir par mois et amener le patient à se remémorer chacun de ses souvenirs dans l'ordre chronologique, en commençant juste après l'événement et en arrivant jusqu'à aujourd'hui, et ce, de façon répétée au cours de la séance. L'hypothèse qu'on a, c'est que le fait de faire ce voyage amène ce réseau de neurones électrons libres de la mémoire traumatique à se connecter, à renforcer ces connexions avec le reste des réseaux de neurones de l'histoire ultérieure, en l'occurrence, parce qu'on sait qu'il y a une hypothèse en neurosciences qui est que des réseaux de neurones qui sont
déclenchés ensemble s'associent. D'accord. Donc, on va allumer en quelque sorte les réseaux de neurones de la mémoire traumatique et puis allumer, en amenant cette remémoration au patient, les réseaux de neurones de la suite. Et l'idée, c'est de tisser petit à petit ces réseaux ensemble pour que la mémoire traumatique devienne un souvenir et n'exerce plus cette force parasite de l'électron libre. C'est assez lumineux quand vous en parlez comme ça. Merci. J'aimerais bien vous poser la question des résultats à attendre d'une thérapie ICV. Pour quel type de trouble vous recommanderiez cette thérapie? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la première chose à laquelle on va penser, c'est l'intégration de la mémoire traumatique. Ce que j'appelle intégration, c'est le fait de favoriser ce maillage de réseaux de neurones pour que le système nerveux ne réagisse plus comme si l'événement était en train d'arriver, comme s'il y avait un danger réel, mais qu'il puisse réagir à la remémoration de l'événement comme à quelque chose de passé, qui certes a pu être douloureux ou très effrayant, mais qui est passé, qui ne fait plus réagir le corps et les systèmes nerveux, en l'occurrence dans l'ici et maintenant. Ok. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça, c'est l'indication la plus évidente. Donc, c'est des troubles liés à un trauma, avec tout ce qu'on connaît d'intrusion, d'évitement, etc. Mais ce dont on se rend compte qui est assez intéressant, c'est que même si un souvenir ne déclenche pas tout le tableau typique du trouble de stress post-traumatique qu'on a dans les classifications psychiatriques, quand un souvenir continue de générer des émotions douloureuses, des sensations corporelles désagréables, c'est d'une façon moins forte, certes, probablement le signe que le système nerveux continue encore un petit peu de réagir comme si c'était pas fini. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a un continuum entre la mémoire traumatique franche, nette, étudiée dans les recherches au niveau du cerveau d'un côté, et puis les souvenirs ordinaires. Et entre les deux, on a les mauvais souvenirs, on a les souvenirs marquants, désagréables, qui continuent de nous faire réagir un petit peu trop fort dans certaines situations du quotidien. Ça peut être des choses toutes simples, hein, comme cet exposé que j'ai dû faire en première et j'ai eu un prof d'histoire géo extrêmement humiliant, très désagréable. Et quand j'y pense, ça reste un épisode désagréable pour moi, au sens vraiment qui me stresse, qui me fait réagir, qui me donne une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, et qui fait que si je dois prendre la parole en public la semaine prochaine, devant mon groupe de collègues qui pourtant habituellement est bienveillant, eh bien, à l'idée de le faire, peut-être que si cet épisode avec le prof d'histoire géo n'est pas résolu, je vais aussi avoir des sensations désagréables, être dans l'appréhension et dans un stress disproportionné par rapport à l'enjeu de la réunion de la semaine prochaine. Donc, on se rend compte que finalement, ce qui nous pose problème dans notre vie quotidienne, c'est quand même bien souvent des épisodes de ce type-là, plus ou moins anodins en apparence, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été résolus. Évidemment, les épisodes qui sont survenus durant l'enfance, à la période où notre cerveau était plus en développement, était plus immature aussi, était plus dépendant de nos proches et en particulier de nos parents, pour nous aider à surmonter les événements difficiles, plus ces événements sont susceptibles d'avoir un impact décisif et un rôle dans les difficultés ultérieures. Donc on se rend compte que quand on traite de tels événements, avec toujours cet usage de la ligne du temps, ça aide bien souvent à libérer le patient de difficultés de toutes sortes, et que le point commun, c'est que ce sont souvent des difficultés liées à de la peur, à de l'anxiété. Donc des choses qu'on s'empêche de faire parce qu'en fait on ne se sent pas capable alors qu'on le serait, ou qu'on appréhende de faire, ou toutes ces craintes. Comme on agit vraiment dans le système de stress, l'ICV est très pertinente pour ces indications-là. Et d'une façon générale sur les troubles anxieux. Donc ça peut être des phobies très précises, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent presque tout le temps angoissé, qui a tout le temps une boule dans le plexus, dans la gorge, dans le ventre, ou qui se fait du mouron pour un rien, hein, comme on dit en langage courant. Ou ça peut être quelqu'un qui a des crises d'angoisse, donc des moments d'anxiété extrêmement aigus. Souvent derrière, il y a en fait de la mémoire traumatique au sens large du terme,
qui se cache et qui peut vraiment être traité et améliorer considérablement les choses. Et l'ICV peut avoir un rôle là-dedans. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire une séance typique d'ICV? Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que j'étais en train de me dire, il y a presque autant de séances que de patients. Et surtout en ICV, en fait, pour entrer un tout petit peu plus dans les détails, on fonctionne avec des protocoles. C'est-à-dire que l'idée, protocole, c'est un mot qui peut faire un petit peu peur, qui peut sembler très froid. En fait, en principe, l'ICV bien administrée est plutôt chaleureuse. Et on va vraiment essayer d'ajuster au maximum les protocoles qu'on peut utiliser à l'état actuel du patient, à ce dont il a besoin et à ce qu'on va travailler sur là. En gros, on va avoir des protocoles qui nous aident à intégrer, donc à aider le patient à sentir dans son corps, dans son système nerveux qu'un événement est passé, et qui sont des protocoles en quelque sorte de réparation, d'intégration d'un événement. Donc comme dans l'exemple de l'accident de voiture, on va utiliser une ligne du temps un petit peu sur mesure, en fonction des cas, en fonction de à quand remonte l'événement, et qui va nous aider à prouver au système, notamment au système nerveux du patient, comment le temps a passé. Quand on travaille sur des événements de l'enfance ou de l'adolescence, en plus de la ligne du temps pour prouver que c'est fini, souvent il y a besoin de donner aussi à l'enfant ou à l'ado du passé ce qu'il n'a pas reçu à l'époque, par exemple en termes de réconfort. Un enfant, un ado qui a encore de la mémoire traumatique aujourd'hui dans son corps et son cœur d'adulte, eh bien, c'est probablement un enfant, un ado qui n'a pas pu s'appuyer, quelles que soient les raisons, sur l'environnement et les adultes dont il dépendait à ce moment-là pour pouvoir se remettre de l'événement. Bien souvent, ce sont des choses dont il n'a pas parlé à ses proches à l'époque, là aussi, quelle que soit la raison. Et puis parfois, il en a parlé et il n'a pas reçu le réconfort, le soutien, le fait d'être défendu aussi de la part de ses proches et de ses adultes proches en particulier. Donc, dans ces circonstances-là, on associe à la ligne du temps quelque chose qu'on utilise dans beaucoup d'autres méthodes psychothérapeutiques, qui n'est pas propre à l'ICV, qui est une forme d'imagerie mentale en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va faire imaginer au patient qui retourne dans la scène du passé, qui va prendre la défense de son petit moi du passé, donc mettons le petit Albert de 12 ans par exemple, qui va dire un certain nombre de choses à son prof d'histoire géo, si on reprend l'exemple du prof d'histoire géo, qui va aller dire au petit Albert qu'il est vraiment désolé pour lui d'avoir eu un prof d'histoire géo aussi désagréable et qu'il n'y a aucune raison d'être traité comme ça, et puis qu'en plus il ne fait pas son job en fait, le prof d'histoire géo, quand il est humiliant, c'est pas une bonne façon d'aider un élève à progresser, etc., etc. Et puis s'il y a un gros chagrin, ça peut être imaginer prendre le petit Albert de 12 ans dans les bras, ça peut être imaginer lui dire que c'est pas de sa faute, qu'il a fait de son mieux, et encore toutes sortes d'autres choses qui peuvent avoir vraiment un effet très réparateur pour le patient au cours de la séance. Et on va associer ça à la ligne du temps pour favoriser l'intégration de ces états émotionnels comme terminés, en ramenant le petit moi du passé dans le présent. Donc à la fin de chaque répétition, quand on arrive dans le présent avec un événement tout récent, on va proposer au patient de montrer au petit Albert, en l'occurrence, comment est sa vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envie de lui montrer, peut-être là où il habite, peut-être son animal de compagnie, ou ses enfants s'il en a, ou son conjoint, sa conjointe, ou l'endroit où il travaille, enfin voilà, des choses qui lui sont chères, ou en tout cas lui montrer quelque chose de comment est la vie maintenant et à quel point elle est différente de cette scène avec le prof d'histoire géo. Ça, c'est du travail de réparation et il se déroule sur une séance unique. Donc quand on veut traiter un souvenir, que ce soit un souvenir traumatique ou un souvenir marquant, ça va être une seule séance, généralement d'une heure, une heure et demie à 2 heures pour les souvenirs vraiment plus franchement traumatiques. Ensuite, on a le travail de construction. Dans le travail de construction, il s'agit de séances répétées où on va passer en revue l'ensemble de la vie en commençant assez loin, à partir des premiers jours de la vie, pour balayer d'une façon très globale un ensemble d'événements, y compris les stades de développement, puisque bien sûr, sur les premiers mois, les premières années de la vie, on n'a pas de souvenirs, on n'aura pas de souvenirs
puisqu'il n'y a pas de mémoire explicite à ce moment-là, mais on a déjà encodé un certain nombre d'expériences, puisque le système de stress et la mémoire sont déjà opérationnels. L'idée ici, c'est que s'il y a eu des expériences de stress au cours de cette période précoce, et quelles que soient les raisons, ça peut être un parent qui a fait une dépression périnatale, par exemple, une dépression au cours des premiers mois, au cours de la grossesse ou après la naissance. Ça peut être des parents qui vivent dans des circonstances extrêmement stressantes, que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau social, au niveau de la santé. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent susciter du stress dans l'environnement du tout petit et que malheureusement, le tout petit est très à risque d'avoir assimilé. Et on s'est rendu compte, il y a des études qui sont en train de se mettre en place pour mettre ça en évidence, que quand on commence la ligne du temps juste après la naissance et qu'on décrit aux patients, ben voilà, imaginez-vous, vous venez tout juste de naître et puis vous commencez à vous retourner, à vous mettre à quatre pattes, à vous mettre debout, à marcher, vous dites des mots, vous commencez à dire non, à avoir des crises de colère, et puis on enchaîne avec, je sais pas, l'entrée à l'école maternelle par exemple, et des choses des années qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Le fait d'inclure cette période précoce suscite souvent pas mal de réactions corporelles en fait. À l'idée de s'imaginer à nouveau bébé, on voit le système nerveux qui réagit et surtout, ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on voit comment petit à petit, d'une séance à l'autre et d'une répétition à l'autre, l'état de stress du patient à l'évocation de tous ces événements de sa vie diminue progressivement et comment dans sa vie quotidienne, il devient de plus en plus, je dirais, apaisé, tranquille. Il y a moins de choses qui déclenchent en fait son système nerveux à tort. Et plus de tranquillité, plus de sécurité, plus de capacité pour certains patients aussi à dire qui ils sont, ce qu'ils veulent, à se sentir plus unifiés, des petites choses toutes simples mais qui sont quand même assez essentielles dans la vie. Et d'une façon générale, cette procédure a aussi un très bon impact sur les troubles anxieux, sur le fait de diminuer toutes sortes de peurs, d'anxiété, des attaques de panique, etc. Donc on a deux types de façons de travailler et dans les deux cas, quand le patient arrive, généralement, au cours des premiers entretiens, on a fait un petit peu le point, on voit quel est son objectif et on s'est mis d'accord sur une façon de procéder. On lui a expliqué un petit peu comment ça fonctionne, on a construit la ligne du temps et on a répondu à ses questions s'il en a pour qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre. Donc quand le patient arrive, une fois qu'on a mis en place ce démarrage de la thérapie, qui peut prendre 2, 3, 4 séances, pas forcément plus, on va faire un point avec lui, voir s'il y a des nouveautés ou des choses particulières à signaler sur la dernière semaine ou les dernières semaines écoulées depuis la dernière séance. Et ça peut généralement durer 5, 10, 15 minutes à peu près, ce petit bilan de démarrage. Et puis ensuite, on va commencer le travail avec la ligne du temps en tant que telle. Donc par exemple, si on part d'une difficulté d'aujourd'hui, on va tirer le fil, remonter à des moments du passé, notamment de l'enfance ou de l'adolescence généralement, auxquels cette difficulté d'aujourd'hui peut être liée, et puis faire imaginer au patient qu'il entre dans la scène, qu'il va s'occuper du petit Albert de l'époque, et de le faire voyager à travers sa ligne du temps entre cette époque-là et aujourd'hui. Donc la ligne du temps, évidemment, commence toujours au moment que l'on cherche juste après le moment qu'on cherche à traiter. Donc d'une séance à l'autre, c'est pas toujours exactement la même, qui commence au même endroit, mais globalement, on va avoir une trame qu'on va souvent réutiliser quand même. Et elle finit toujours aujourd'hui. Pardon. Voilà, on fait un certain nombre de répétitions entre cet endroit du passé et aujourd'hui. On arrive toujours à quelque chose de tout récent, un événement de ce matin, par exemple, même anodin, le petit déjeuner, peu importe. Et là, on propose aux patients de s'étirer, de bâiller, de regarder autour de lui, de bien s'ancrer dans le présent. On fait une petite pause assez brève, quelques dizaines de secondes, pour faire un petit point, voir ce qui s'est passé, s'il y a des choses à signaler, et on recommence à nouveau une répétition. Et on va faire en fonction des séances, en fonction de ce qu'on est en train de travailler, en fonction de si c'est du matériel traumatique ou simplement des événements marquants. On peut faire entre 7, 8, 10, 20, voire 30 répétitions de la ligne du temps au cours d'une séance. Et ça peut paraître beaucoup comme ça, et parfois les patients ont la crainte que ce soit ennuyeux. C'est très rarement ennuyeux parce qu'il se passe des choses. En fait, on traverse jamais deux fois la ligne du temps de la même façon, je pense, ou presque.
Donc le patient va avoir d'autres souvenirs qui vont lui venir à l'esprit, il va prendre conscience de certaines choses, il va se dire mais finalement dans cet épisode à 12 ans je me suis sentie très humiliée, mais là je vois dans ma ligne du temps à quel point il y en a eu d'autres après des épisodes comme ça. Et puis petit à petit au fil des répétitions il va dire ah mais en fait je remarque aussi des moments où j'ai pu être fière de moi, où des gens m'ont encouragée, où ils n'ont pas été humiliants, des moments de réussite. Je me suis souvenue de l'oral de mon bac où j'avais été félicitée par l'examinateur. Donc des contre-exemples, d'autres expériences, d'autres choses qui aident en quelque sorte le souvenir marquant ou traumatique à se remettre dans le paysage, non plus comme un arbre qui cache la forêt, mais comme une expérience parmi d'autres, qui a son importance, qui a son poids, mais qui ne va pas venir effacer tout le reste. Et ça aide la personne à se rendre compte que elle ne se limite pas à cette expérience-là, qu'elle y a survécu aussi, qu'elle a un potentiel, qu'elle en a fait d'autres, et à tirer des conclusions plus utiles de l'expérience passée pour se prémunir de situations similaires, mais aussi pas se limiter, pas croire qu'il n'est pas capable de faire face alors que précisément il a survécu, il est passé à autre chose. C'est passionnant. Donc finalement, on travaille beaucoup sur réorienter, comme vous dites, au niveau du temps, mais aussi sur le travail autour de la solitude et comme un réétayage en fait de tout ce qui a manqué. Et ça, enfin c'est ce que j'entends que vous dites en tout cas. Et ça c'est quand même un travail de broderie. Et on parle par ailleurs beaucoup de l'importance du lien thérapeutique. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'on choisit son thérapeute ICV? Parce qu'un travail de cette finesse, il faut choisir la bonne personne, j'imagine. Alors, je ne sais pas s'il y a la bonne personne, j'espère qu'il y en a plusieurs pour chaque patient. J'espère aussi. Mais qu'elle soit suffisamment bonne. Je crois que c'est essentiel dans toute psychothérapie, qu'il y ait une bonne relation. C'est d'abord la relation avant la technique, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est capital. On peut avoir une super technique pour laquelle nos troubles sont vraiment une bonne indication. Si la relation n'est pas bonne, il faut passer son chemin jusqu'à trouver quelqu'un avec qui la relation est bonne, ce qui n'est pas forcément simple. Néanmoins, en ICV en particulier, comme on travaille avec des protocoles, qu'on est assez directif dans les moments de protocole, on a besoin du feedback du patient. On a besoin qu'il puisse nous dire « Vous allez trop vite, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler comme ça, ça ne me parle pas aujourd'hui. » Enfin, qu'il puisse nous faire un feedback honnête avec lequel on va pouvoir construire ensemble la thérapie. Qu'il puisse nous dire quand vous dites ça comme ça, quand vous me lisez la ligne du temps de telle façon, quand vous prononcez tel mot de travers, ça m'agace. Ouais, quelles que soient les choses qui vivent en fait en face, que le patient puisse nous en faire part autant que possible. On a vraiment besoin de cette collaboration aussi quand on lui propose ce qu'on appelle le plan de traitement. C'est-à-dire que par rapport à, par exemple, quelqu'un qui a des crises d'angoisse, souvent le fait d'avoir eu des crises d'angoisse, ça alimente la peur d'avoir de nouveau des crises d'angoisse. Et on va déjà pouvoir proposer au patient de traiter la dernière crise d'angoisse en date comme si c'était un trauma, pour déjà aider le système nerveux à intégrer « Ah, mais en fait, j'ai survécu à la crise d'angoisse. » Et intégrer petit à petit « Mais tiens, ça a fonctionné pour moi. » Ou une prochaine fois, voilà ce que je pourrais faire. Donc, à se préparer à des épisodes ultérieurs éventuels et que le patient puisse tirer le meilleur profit possible de son expérience délétère passée pour se protéger à l'avenir. Donc ça, ce serait une première option. Mais on peut aussi aller travailler sur l'évocation de l'ensemble des événements de vie qui alimentent une certaine suractivation du système de stress, y compris la période précoce. Et ça, d'une façon globale, ça va aider les patients à être plus calmes, à être moins angoissés, à mieux se réguler, comme on dit, émotionnellement. Donc, on a deux stratégies possibles qui sont compatibles. Et la question, c'est de construire avec le patient, voilà, on peut faire ça d'abord ou ça d'abord. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous préférez? De vraiment construire ensemble la façon dont on va procéder quand on a des choix de ce type-là.
Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait une relation de confiance, qu'il y ait une relation de dialogue, qu'il y ait une collaboration, une coopération patient-thérapeute qui soit de bonne qualité pour que nous, en tant que thérapeute, on bénéficie des informations dont on a besoin pour aider au mieux le patient et pour pouvoir faire vraiment autant qu'on peut du sur-mesure. Et voilà, ça, ce serait un peu le critère plus particulier, sentir qu'on peut parler aussi franchement que possible à son thérapeute sans avoir peur qu'il se vexe, y compris des feedbacks pas forcément plaisants pour lui, mais peu importe. Et puis, par ailleurs, d'une façon un petit peu plus objective, je dirais externe, on a un processus de certification en ICV. Donc, sur notre annuaire, sur le site de l'Association francophone d'ICV, on a tous les thérapeutes qui ont souhaité s'inscrire et qui ont au moins suivi les 2 premiers niveaux de formation. Et puis, on a une rubrique spéciale qui est la rubrique des thérapeutes certifiés. Et les thérapeutes certifiés sont ceux qui ont suivi l'intégralité des niveaux de formation. Donc, actuellement, il y a 4 niveaux. Depuis l'année dernière, jusqu'à l'an dernier, il y en avait 3. Et qui, en plus de l'intégralité de la formation, ont fait une thérapie ICV sur eux-mêmes, donc ont expérimenté la technique avec tous ces protocoles, et qui ont aussi reçu la validation de 2 superviseurs agréés en ICV. Donc, c'est quand même un gage de qualité dans la mesure où ils sont suffisamment solides dans leur pratique, dans leur capacité à se réguler aussi émotionnellement, puisque c'est la capacité du thérapeute à rester calme, par exemple quand il traite un trauma ou quand il traverse des événements de vie qui sont éprouvants pour le patient. C'est cette capacité à rester calme qui va communiquer physiologiquement au système nerveux du patient que c'est fini. Et qu'on peut dérouler de la ligne du temps pour prouver au patient que c'est fini si on est complètement stressé soi-même parce qu'on est en train de lui lire en tant que thérapeute, ça va vraiment pas l'aider à sentir que c'est fini. Donc cet aspect de tranquillité relative, c'est important de sentir non seulement on a confiance en son thérapeute, mais qu'on le sent suffisamment tranquille et suffisamment capable, d'une certaine façon, de rester calme malgré des choses difficiles qu'on peut évoquer avec lui. Et évidemment, il y a plein de thérapeutes qui sont très compétents, y compris parmi ceux qui ne sont pas certifiés, mais ceux qui sont certifiés, c'est un gage qu'ils sont passés par ce processus et c'est quand même un bon gage de qualité. D'accord. Et donc, vous avez un annuaire? Tout à fait. On a donc sur le site de l'association francophone ICV, donc c'est aficv.com, également sur le site anglophone de Peggy Pace, qui est le site de lifespanintegration.com, mais c'est le même annuaire, il renvoie au même annuaire. Donc on a un annuaire qui recense ces différentes personnes et on peut chercher spécifiquement les personnes certifiées. C'est le même annuaire qui présente tout le monde, simplement il y a cette qualification en plus qui est mentionnée pour les personnes certifiées. Alors la tradition pour terminer chaque interview est de demander quel livre vous conseilleriez pour approfondir le sujet de l'ICV. D'abord pour le grand public, puis pour le monde professionnel. J'avoue que j'ai presque envie de répondre moi-même à la première cible, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle « À la rencontre de son bébé intérieur », qui est paru chez Duno, qui je trouve parle très bien de l'ICV et de l'attachement. Éric Binet a écrit de son côté « Le présent au secours du passé », paru chez Satas, et il explique aussi très bien ce qu'est l'ICV. Franchement, je trouverais dommage qu'on ne mentionne pas ces 2 livres aujourd'hui. Donc, Johanna Smith, ma question va porter seulement sur le livre adressé aux professionnels de santé mentale et psychothérapeutes. Quel livre conseilleriez-vous pour qu'ils puissent approfondir le sujet de l'ICV ? Merci déjà pour l'éloge de la rencontre de son bébé intérieur. Pour les professionnels, je pense que le livre Application clinique de l'ICV, qui t'a manqué un petit peu de modestie, parce que c'est un livre que j'ai coordonné, mais il y a beaucoup d'autres contributions dans l'ouvrage. Application clinique de l'ICV, c'est probablement le livre qui met en évidence les différentes indications, les différents domaines d'application de l'ICV, que ça aille du traitement des addictions au traumatisme répété, au traumatisme unique, aux troubles anxieux,
aux difficultés de régulation des émotions chez l'adulte, chez l'enfant, chez l'ado. Enfin, ça couvre quand même assez bien toutes sortes de domaines d'application et de façon très clinique, très concrète, avec vraiment des cas assez détaillés de comment se déroule la thérapie, comment les patients réagissent, qu'est-ce qu'ils disent de leur séance, de l'évolution de la thérapie. Donc pour quelqu'un qui aimerait en savoir un petit peu plus et se représenter mieux comment se déroulent les séances et à qui ça peut être adressé, je crois que ce sera probablement l'ouvrage qui répondra le mieux à ces questions-là. D'accord. Application clinique de l'ICV sous la direction de Joanna Smith chez Duno donc. C'était un grand plaisir de vous écouter, Joanna Smith. Merci beaucoup. Mais merci à vous de m'avoir sollicité puis d'avoir pensé à l'ICV dans ce panorama thérapeutique. Nous en sommes très, très honorés que l'ICV ait cette place aux yeux de la FTD. C'est très agréable. Ça nous paraissait indispensable. Merci. Je vous souhaite une très, très bonne journée, Joanna Smith. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mais avec plaisir. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lecliec-Aubin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Joanna Smith et Sophie Lecliec-Aubin, présenté lors de l'épisode 1 et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir la FTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, nous continuerons le cycle des thérapies centrées trauma avec Evelyne Joss, thérapeute et formatrice exceptionnelle, qui nous racontera la thérapie par l'hypnose. Merci de votre écoute et à très vite.